Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a débuté aujourd'hui sa 7e session, une session principalement consacrée au secteur minier. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le président du Conseil économique et social de la Grèce. Bientôt un visa unique pour les pays de l'AES. L'objectif est de faciliter les mouvements des détenteurs de ce visa dans l'espace AES. Les experts des 3 pays réunis à Bamako ont adopté un modèle qu'ils vont soumettre au ministre en charge de la sécurité. La ville de Ségou s'apprête à accueillir des délégations officielles du Burkina, du Niger et du Mali. C'est dans le cadre de la semaine de l'AES en marge du festival Ségou Art. La ville est déjà parée aux couleurs des 3 pays. La cité des Balanzans sous les projecteurs de nos envoyés spéciaux à suivre. Dans la chronique santé, nous vous parlerons du goitre. C'est une maladie de la glande thyroïde qui se manifeste différemment et peut agir sur le corps. Nous verrons ce qui provoque cette maladie et comment la traiter. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h, premier lundi du mois de février. À Koulouba, ce matin, c'était la grande cérémonie aux couleurs, en présence du chef de l'État et l'ensemble de ses collaborateurs. Il s'agit pour le chef suprême des armées et ses collaborateurs de rappeler les valeurs fondamentales du Mali. La montée des couleurs a été instituée en 2021 par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Elle s'inscrit dans le cadre de l'impulsion d'une dynamique citoyenne et d'une prise de conscience collective des enjeux du moment. Montée des couleurs nationales ce matin à Koulouba. Et à la primature également, ce lundi 3 février 2025, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général Abdoulaye Maïga, a présidé la montée des couleurs nationales autour du chef du gouvernement, les chefs des services rattachés, les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le gouverneur du district de Bamako, le président de la délégation spéciale du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel. Ce beau monde a entonné l'hymne national. Cette cérémonie de montée des couleurs vise non seulement à entretenir une véritable cohésion au sein de l'équipe, mais aussi et surtout à promouvoir la paix, la stabilité et à cultiver l'amour de la patrie. Ce lundi 3 février, à la primature. Ouverture ce 3 février de la 7e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le thème qui alimentera les travaux de 2 semaines porte sur le secteur minier au Mali vers une exploitation allant développement économique, social, culturel, environnemental. Plusieurs invités de marque étaient présents, notamment le Premier ministre, le président du CNT et le président du Conseil économique, social et culturel de la Grèce, Nyanya Alou Traoré, Toumani Diabaté. La solennité du moment rime parfaitement avec la portée de l'événement. Nous sommes au Conseil économique, social, environnemental et culturel où s'ouvre la 7e session ordinaire de sa 6e mandature. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à toutes les hautes autorités présentes en ces lieux précis aujourd'hui. En particulier, à Monsieur le Premier ministre, dont la présence témoigne de l'ambition soutenue
l'attention soutenue que le gouvernement accorde à nos travaux. Les institutions de la République sont présentes à la cérémonie, ainsi que des amis du Mali pour témoigner de leur attachement aux relations existantes entre nos deux nations. Le président Yacouba Katile a invité son homologue grec pour symboliser cette détermination du Mali à faire face aux différents défis mondiaux de l'heure. Je tiens à adresser une reconnaissance particulière à nos invités d'honneur. Votre présence ici incarne des liens solides et fructueux que nous avons en partage au sein de l'ICSIS. Cette plateforme qui nous unit autour des visions et d'ambitions communes demeure un cadre essentiel de réflexion et d'action concertée face aux défis mondiaux. Nous sommes ravis de constater aujourd'hui que l'amitié et la solidarité entre le peuple grec et le peuple du Mali est une réalité, s'exprime ici et elle avance sur des bases stables. Je vois un pays qui avance avec stabilité. Je vois un pays où des perspectives sont énormes. Ce que je constate et que je vous dis, je vais le faire avancer au niveau du gouvernement de mon pays, également aux organes de l'Union européenne. Et nous sommes satisfaits de la vitalité du peuple de Mali. La participation du siège de Mali au forum de l'ICSIS lui permet de mieux anticiper les tendances économiques et sociales mondiales. Le Conseil économique et social de la Grèce, un des plus expérimentés en Europe, peut fournir un accompagnement stratégique sur la structuration des institutions et le mécanisme de la concertation sociale. Et moi, je ne peux que soutenir cette initiative, comme tout autre que le siège de Mali va entreprendre avec d'autres CES membres de l'ICSIS dans le monde. Le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement est le thème retenu pour les travaux de cette 7e session ordinaire. Les potentiels miniers au Mali constituent une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure. Il est essentiel de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles pour garantir un développement durable et inclusif. Je suis convaincu que cette session ordinaire marquera une étape importante dans la réflexion sur les défis et opportunités liés au secteur minier au Mali. Ensemble, nous devons œuvrer pour que ce secteur soit un levier de développement intégré et résilient et respectueux des valeurs et des priorités de notre nation. D'autres sous-thèmes seront traités au cours de la session de 2 semaines. Il s'agit notamment de la loi numéro 2023-041 relative au contenu local dans le secteur minier vers une meilleure inclusion des acteurs locaux dans la chaîne de valeur minière, l'état des lieux de l'exploitation minière au Mali, l'artisanat minier au Mali ou encore la problématique de l'orpaillage artisanal au Mali. Par ailleurs, le président Katile a clos son discours par une note d'espoir faisant allusion à la décision des autorités de la transition de faire de 2025 l'année de la richesse et de la diversité culturelle de notre pays. Après l'ouverture de la 7e session de la 6e mandature, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont entendu la communication du ministre des Mines sur le thème de la dite session. Le ministre a expliqué aux conseillers comment notre pays entend faire du secteur minier un levier du développement industriel de notre pays. C'est Mamadou Fane qui nous en parle. Le secteur minier est un domaine sur lequel beaucoup de Maliens fondent de l'espoir pour le développement du pays. Et la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel est l'occasion pour les conseillers de la République de suivre avec un intérêt la communication du ministre des Mines sur le domaine. Notre pays a été longtemps connu comme un pays producteur d'or, mais de plus en plus nous sommes en train d'aller vers la diversification. Mais il n'y a pas que ces substances, il y a d'autres substances stratégiques comme l'uranium, la bauxite. Il y a beaucoup de minéraux sur lesquels nous travaillons et nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous positionner, nous travaillons avec
la SOREM, qui est l'entreprise nationale, mais aussi avec des partenaires pour que ces autres substances minérales puissent être exploitées. Le thème de la session interpelle tous les Maliens car il s'agit d'un enjeu national où se croisent croissance économique, justice sociale, valorisation culturelle et protection de l'environnement selon le président du Conseil. Le Mali, riche de son sous-sol, est aujourd'hui un acteur incontournable sur l'échiquier minier international. Nous devons œuvrer pour que cette exploitation ne soit pas seulement source de recettes fiscales, mais aussi un levier d'industrialisation, d'emploi et d'amélioration des conditions de vie des populations. Durant cette session, les conseillers de la République apporteront leurs conseils et recommandations sur la transformation de cette richesse en opportunité de développement de notre pays. Parlons également de la tenue de la première session ordinaire de l'autorité de protection des données à caractère personnel au titre de 2025. Une session qui coïncide avec les 10 ans de la structure au service des populations. Pendant 10 jours, il s'agira donc pour les commissaires et cadres de la structure non seulement d'examiner plus de 600 dossiers, mais aussi de faire le bilan des 10 années de la structure, d'identifier les défis. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précision. Dans un monde de plus en plus marqué par l'utilisation accrue des nouvelles technologies, la protection de la vie privée et la sécurisation des données personnelles s'avèrent plus que nécessaires. Un combat que l'autorité des données à caractère personnel mène depuis sa création. Que de chemin parcouru par cette structure au service des citoyens qui fête ses 10 ans. Une date choisie par les responsables pour tenir sa toute première session ordinaire au titre de 2025. Session au cours de laquelle ils auront à examiner plus de 633 dossiers. Parmi ces dossiers, ceux des structures qui tardent à accomplir la mise en conformité de leur traitement de formalités déclaratives devant l'APDP. C'est aussi une grande opportunité pour nous de réaffirmer la fermeté de l'autorité dans l'application de la réglementation et son rôle régulateur et protecteur. La conformité n'est pas une option, mais une exigence. Et notre engagement doit être sans faille pour accompagner, sensibiliser et, si nécessaire, sanctionner. La session est aussi mise à profit par les responsables pour faire le bilan des 10 années de la structure, d'identifier les défis et orienter l'APDP vers de nouvelles ambitions en lien avec les réalités de l'heure. Cet exercice est d'autant plus nécessaire que la protection des données personnelles n'est plus une simple question de réglementation. Elle est devenue une nécessité stratégique, un gage de confiance pour les citoyens et les entreprises et un levier incontournable pour le développement du numérique. Et le président Samasekou d'inviter les commissaires et cadres de la structure à redoubler d'engagement pour faire de l'APDP une institution de référence en matière de protection de données. Aussi, la 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS a eu lieu les 30 et 31 janvier à Conakry, la capitale guinéenne. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes de l'organisation à travers les rapports des différentes structures. Par ailleurs, le Conseil a approuvé les programmes d'activité pour l'année 2025 ainsi que les budgets alloués à cet effet. À noter que cette session a enregistré la présence des ministres chargés des questions hydrauliques de tous les pays membres de l'organisation, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali, qui a d'ailleurs assuré la présidence de cette 77e session ordinaire.
Et nous sommes à Bamako fin hier de la réunion des experts sur la conception et l'instauration d'un visa unique AES pour l'entrée des étrangers dans l'espace. Dénommé Visa Liptako, l'objectif est de faciliter les mouvements des détenteurs de ce visa dans l'espace AES. Les experts des 3 pays réunis à Bamako ont adopté un modèle qu'ils vont soumettre au ministre en charge de la sécurité. Les détails avec Aloucine Touré. Pas encore de spécimens exhibés devant la presse, mais le visa Liptako a bien été conceptualisé et adopté par les experts des 3 pays réunis depuis 48 heures dans la capitale malienne. Ce visa, également disponible sur une plateforme e-visa Liptako, sera présenté aux 3 ministres de tutelle qui devront l'adopter définitivement. Les résultats de vos travaux dont j'ai pu prendre connaissance sont fort appréciables. Je note avec beaucoup de satisfaction et de fierté vos conclusions portant, entre autres, sur la mise en place d'une plateforme e-visa Liptako, projet de vignette ou sticker Liptako avec les spécifications techniques et l'élaboration d'une feuille de route assortie de recommandations. Mesdames et messieurs, quel que soit le contexte du moment, nous ne perdons jamais de vue que le Sahélien est un peuple d'action, un peuple en mouvement, un peuple explorateur des possibilités et des potentialités que lui offre le monde qui l'entoure. Loin d'être un moyen de réciprocité en réponse aux pays qui exigent des visas pour l'entrée de nos ressortissants dans leur espace, le visa Liptako sera un moyen de conforter nos visiteurs et leur offrir l'accueil traditionnel sahélien. Le travail collégial des experts, désormais habitués à cet exercice, est une preuve supplémentaire de la marche en avant de l'AES vers des objectifs plus poussés. Je suis convaincu que les autorités qui nous ont mis en mission seront appréciées à sa juste valeur les résultats de nos travaux qu'ils auront la responsabilité historique de valider. Comme vous pouvez vous en douter, notre champ d'investigation est vaste, complexe et porte sur le sceau de l'urgence. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique des concertations régulières entre autorités des pays membres de la Confédération dans le cadre de la construction d'un espace viable, sécurisé et prospère. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays intimement liés par l'histoire, se donnent rendez-vous à Ségou pour la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Ce grand rendez-vous culturel s'ouvre demain à Ségou et se poursuivra jusqu'au 9 février 2025. Les délégations des pays invités sont déjà sur place dans la cité des Balanzans pour magnifier cet événement grandeur nature. Les enjeux de cette semaine de la fraternité de l'AES avec Ramata Konaté et Cheikh Tangara. Ségou, la capitale culturelle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, du 3 au 9 février 2025. C'est à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit de célébrer certes la fraternité, mais aussi et surtout de consolider la vision commune des dirigeants des 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Depuis quelques mois, le président de la transition, le chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, nous avait instruit de travailler sur l'élaboration d'une politique culturelle commune de l'AES, avec une stratégie commune de développement de l'artisanat des États de l'AES. Donc, nos experts ont travaillé depuis quelques mois pour élaborer cette politique culturelle commune des États de l'AES. Et donc, la dernière étape qui est la validation de cette stratégie a coïncidé avec l'avènement de Ségou Art Festival sur le Niger. Donc, nous avons décidé de coupler les 2 événements pour en faire une grande fête pour célébrer cette riche culture de notre patrimoine commun. Et cette fraternité a commencé bien avant l'AES, puisque avant l'existence de l'AES, nous on parlait toujours du Liptako Gourma, qui est vraiment l'embryon, l'origine de l'AES, c'est le même peuple, c'est la même culture. Cette semaine, c'est l'expression purement culturelle de tout ce qu'on a d'original de nos 3 pays pour l'image du monde. La semaine s'annonce très belle, le festival sera très beau et nous allons donc partager nos richesses culturelles, partager toutes nos connaissances, toutes nos expériences en matière donc, de culture
Et c'est véritablement ça l'AES. Et les autorités de la Confédération des États du Sahel voient grand en cette semaine de la fraternité entre les trois pays. Nous espérons fortement que cette semaine, après une semaine d'échange, de partage, de communion, non seulement nous allons sortir avec une politique culturelle commune validée par les trois ministres de la culture, mais aussi une stratégie de développement sur les 5-10 ans à venir de l'artisanat de notre espace. Le président de la transition, en annonçant l'année de la culture, a bien dit qu'il faut promouvoir les talents du Mali. Mais avec cette rencontre, il propose à ses pairs d'élargir cette année de la culture à l'ensemble de la Confédération. Avec comme thème 3 États souverains, un destin commun, un avenir prospère, on s'attend cette semaine à des activités riches et variées comme la nuit de l'AES, le colloque sur la construction d'un État confédéral au Sahel, enjeux et perspectives, des rencontres communautaires autour de la gastronomie et de l'artisanat des 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, la soirée de la diversité culturelle. Et la capitale des Balanzans, avec son hospitalité légendaire, ouvre grandement ses portes à ces milliers de frères et sœurs de la Confédération des États du Sahel et plusieurs autres invités de marque venus d'autres horizons. L'importance de cette semaine, c'est la cohésion. Parce que se frotter pendant une semaine, ça va permettre à tout un chacun de voir comment la culture de l'autre se dirige. Quelqu'un qui quitte le Burkina ou le Niger, qui n'a jamais été au Mali, et les Maliens qui n'ont jamais été au Burkina ni au Niger, qui vont se réunir ici pendant une semaine qu'on va essayer de parler de gauche à droite. Même en voyant en ville, tu sais que vraiment tout le monde est content déjà. Donc vraiment, ça va être une réussite. La fête promet d'être belle avec cette semaine couplée au festival sur le Niger qui draine des milliers de participants venus du Mali et d'ailleurs. Nous restons à Ségou. La ville est parée aux couleurs des 3 pays de l'AES. Les drapeaux arborent les grandes artères. La cité des Balanzans fait donc peau neuve l'une de nos équipes de reportage dirigée par Awadit Makamara a fait un tour dans la ville. Du quai des Arts à la grande scène d'Armonzon et le site de la foire, chacun s'active de son côté pour réserver un accueil des grands jours aux différentes délégations. Ségou sous les projecteurs de nos envoyés spéciaux. Suivons. Ségou Art est un événement majeur qui attire des milliers de visiteurs nationaux et internationaux. Un rendez-vous annuel qui contribue au développement socio-économique de la région. Ce lundi matin, les préparatifs vont bon train. La ville s'est métamorphosée et arbore fièrement les couleurs de l'AES. Ségou Art, Festival sur le Niger, cette année, la programmation est riche et éclectique. Cette année, la première innovation, c'est qu'on aura une ouverture de grandeur nature au niveau de la scène d'Armonzon, où on aura l'ouverture officielle de Ségou Art Festival sur le Niger, avec la symphonie musicale sur la paix. Cette édition est un mélange d'activités culturelles, artistiques et éducatives qui promet d'enchanter les participants. Faites ça rapidement. On n'a pas toute la journée pour ça, vous aussi. Mais avant d'attacher, il faut tendre la corde. La grande scène d'Armonzon où se produisent les artistes de renom reçoit les dernières touches. Les équipes s'affairent à mettre en place les équipements techniques, les décors, bref, les petits plats sont mis dans les grands pour accueillir les artistes et le public dans les meilleures conditions. Actuellement, on est à 99%. On attend que le jour J pour commencer. Et cette année, on doit s'entendre à beaucoup de manifestations. Un peu plus loin, au quai des Arts, les stands des différents partenaires et exposants commencent également à prendre forme. Ils offrent aussi un véritable espace d'animation et de découverte pour les festivaliers. Nous sommes actuellement à la phase de l'installation des exposants qui nous viennent de plus de 40 pays d'Afrique et d'ailleurs. Depuis 2 jours, les exposants commencent à s'installer tout doucement dans leurs stands et nous avons en tout 250 stands ordinaires qui sont des stands de 9 mètres carrés
et 52 stands VIP qui sont de 15 à 18 mètres carrés. Bienvenue au stand AES. Ce stand sera une vitrine de la richesse culturelle et de l'engagement de l'Alliance en faveur du développement et de la coopération régionale. Ce stand, vous allez voir, c'est les 3 pays. C'est une exposition intégrée où les produits du Burkina ou du Mali ou du Niger se retrouvent partout. Donc pour monter cette unité, cette union que nous voulons faire au niveau de l'AIS, on veut le matérialiser par notre stand. Dans ce stand, d'abord, pour vous dire que cette année, on a mis le focus sur l'artisanat Touareg. Les Touaregs étant le peuple commun à tous les 3 pays. La cité des Balanzans est dans une effervescence palpable. Chacun se prépare à accueillir les nombreux invités et touristes. Nous attendons les festivals avec beaucoup d'enthousiasme, surtout avec la dimension AES cette année. Pendant la période, j'arrive à bien vendre. C'est du divertissement pour moi et j'apprends beaucoup. J'adore le festival. Pour nous enfants, c'est de l'apprentissage. Nous dessinons et il y a des spectacles. En tout cas, l'édition 2025 marquée du Saut AES se présente comme un événement inoubliable et la cité des Balanzans est déjà prête pour vous accueillir. Tout à fait, tous à Ségou. Au Faso, une délégation composée notamment du chef d'état-major général des armées et du ministre d'État en charge de l'administration territoriale était samedi dernier à Séba dans la région du Sahel. C'était pour apporter aux forces combattantes un message de cohésion et de discipline pour bouter le terrorisme du Burkina avec les forces vives de Séba. La délégation a transmis les encouragements du chef de l'État au regard de leur résilience en ces moments difficiles. De retour de Séba, bienvenue Tanoussa. 2025, l'année de l'intensification de la guerre contre le terrorisme, et Séba dans la région du Sahel, attaquée il y a près de 2 semaines, doit entendre le message important de cette délégation composée notamment du chef d'état-major général des armées et du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité. C'est le moment de se souder davantage pour gagner la guerre et la discipline est de mise. C'est l'essentiel du message adressé aux hommes du détachement. Cela suppose qu'il faut que nous ayons un rang groupé, il faut que nous soyons solides. Vous êtes des professionnels, comme on l'a dit, c'est vous qui dirigez les opérations sur le terrain. Et donc, vous devez travailler de concert avec les VDP, de concert avec la population, pour que nous puissions gagner cette guerre-là. Individuellement pris, on ne pourra pas. Et donc, vous devez aller dans le même sens. Et dans ce contexte, les réseaux sociaux représentent une menace à plus d'un titre. Les forces combattantes sont invitées à se départir des propos haineux et mensongers qui y sont véhiculés, gage d'efficacité. Actuellement, la guerre prend d'autres dimensions. C'est une guerre de libération. Il y a des attaques sur le terrain, il y a des attaques dans les réseaux sociaux pour démobiliser et décourager les gens. Ici, une rencontre avec les forces vives de Séba. La délégation traduit ici les mots de réconfort et d'encouragement du chef de l'État à l'ensemble des habitants et salue leur résilience. Toute autorité qui est venue ici, nous les remercions parce qu'ils sont venus nous témoigner que nous avons un soutien. Nous avons vu une force qui est arrivée à Séba. Nous les avons encouragés à continuer le combat pour aujourd'hui débarrasser notre pays de cette vermine terroriste, mais aussi nous les avons encouragés à se départir des messages haineux. Avant de regagner Ouagadougou, un tour à Dori où le mot d'ordre reste le même, celui notamment de la cohésion et de la solidarité, comme ici au 41e RIC et chez les soldats du feu. Une délégation composée d'officiers du Mali et du Niger pour dire que désormais la lutte se mène ensemble avec toutes les forces de la Confédération AES. La radio-télévision du Niger, RTN, et la direction régionale de l'éducation nationale s'associent pour vous présenter une émission télé de compétition scolaire. Cette émission opposera les élèves du niveau primaire de 12 écoles bilingues de Niamey sur des exercices en langue nationale Hausa et Zarma. Le lancement officiel, c'était hier au centre culturel Mustapha Alassane de Niamey. Le point avec Abdulaziz Issakar. Daga kora min Niger har kai ya kokin tenere
C'est l'hymne national en langue Hausa qui a donné le ton à cette cérémonie qui marque le lancement officiel de l'émission télé dénommée Les Impatables. Un programme qui sera diffusé sur la radio et télévision du Niger et qui mettra en compétition pendant 14 semaines les élèves des écoles primaires bilingues de la région de Niamey. Durant ce championnat, des élèves issus de 12 écoles bilingues, 6 en Hausa et 6 en Zarma de notre région, vont rivaliser d'ardeur et de créativité en poésie, en lecture et épelle-moi pour décrocher les meilleurs classements. Chaque école présentera 5 candidats parmi lesquels 3 vont compétir selon les options ci-dessus énoncées. Ce championnat se veut donc un espace de convivialité et d'enrichissement mutuel. Cet événement qui sera régulièrement diffusé à la télévision nationale constituera sans nul doute un rendez-vous à ne pas manquer. À travers cette compétition, les projecteurs seront braqués sur le travail que les écoles bilingues font dans la transmission du savoir en langue nationale, levier de développement inclusif. Ce cadre d'excellence placé sous le thème « L'utilisation des langues nationales pour la promotion de la qualité de l'éducation » n'est pas qu'une compétition. C'est un acte de résistance culturelle, un hommage à notre identité et une promesse d'avenir pour nos enfants. Cette initiative vient ainsi apporter un peu plus d'eau au moulin de la matérialisation des ambitions des plus hautes autorités du pays en matière de valorisation des valeurs culturelles et de promotion de nos langues nationales. À l'UNICEF, nous croyons fermement que chaque enfant a le droit d'apprendre et de s'épanouir dans un environnement qui valorise son potentiel. Et c'est pourquoi nous soutenons cette initiative. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, les CNSP nous ont donné la possibilité de promouvoir nos langues nationales. C'est une occasion à saisir. C'est à nous de concrétiser tout cela. C'est pour dire, Madame la Ministre, personnellement et profondément, je soutiens la promotion des langues nationales. C'est donc réjoui de la mobilisation et l'engagement de tous ses partenaires à accompagner la refondation de l'école nigérienne que la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a procédé au lancement officiel des enregistrements. Ce championnat inter-école bilingue s'inscrit donc dans la dynamique globale de la promotion de nos langues nationales et de leur utilisation en vue d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. C'est alors parti pour 14 semaines de compétition. Des obus ont été lancés hier soir sur la ville de Bourem, chef-lieu du cercle dans la région de Gao. Ces engins ont fait des blessés qui ont aussitôt été évacués à l'hôpital régional de Gao pour une meilleure prise en charge. Le directeur du cabinet du gouverneur de la région, à la tête d'une forte délégation, était à leur chevet pour notifier le soutien des plus hautes autorités de notre pays. On en sait plus avec Aliou Idrissa Mega. Des mouvements ce matin dans la cour de l'hôpital Angadumbu Moulay Touré de Gao. Devant les services d'urgence, on aperçoit des attroupements. Et dans la foule, c'est bien le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao qu'on voit à la tête d'une forte délégation. Il est venu, au nom des plus hautes autorités, s'enquérir des conditions de prise en charge des victimes des obus tombés ce dimanche 2 février 2025 dans la ville de Bourem. Le tir d'obus dans la ville de Bourem, où il y a eu des blessés. Nous sommes venus ce matin pour voir l'état de ces malades-là. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Ceux qui sont là aussi, au lit des médecins, et à notre constat, effectivement, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne leur vie. Le directeur de l'hôpital et l'ensemble de ce personnel, tout le monde est engagé avec le CICR, vraiment qui sont déterminés avec tous les moyens qu'il faut. Les blessés évacués à l'hôpital de Gao sont au nombre de 16, dont 12 cas graves. On a la logistique roulante qui est allée chercher les blessés, quand bien même certains ont déjà quitté.
Donc les cas rouges, c'est à partir de 22h que les cas qui sont en danger sont arrivés. Mais Dieu merci, il n'y a pas de souci. 3 ont déjà été pris en charge au bloc et 2 sont au jaune qui sont en attente d'un moment à l'autre. On va les faire rentrer au bloc. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas un blessé qui a un pronostic vital assombri ou bien menacé. Donc tout se porte bien avec l'appui vraiment de l'État et de son partenaire CICR. Parmi les 16 blessés figurent 8 enfants qui bénéficient d'une prise en charge à l'hôpital de Gao. Fin à Koutchala de la formation des stagiaires du certificat d'aptitude technique 1 et 2. Les stagiaires au nombre de 100 devront se battre au sein des groupements tactiques Komi Jose, Kunari et El Hadj Oumartal. Le sécurisme, la sensibilisation sur les dangers des stupéfiants et l'utilisation abusive des réseaux sociaux figurent parmi les modules enseignés, nous dit Brahima Kone et Amadou Dolo. Cette cérémonie marque la fin de 6 mois de formation de 100 stagiaires composés d'élèves sergents et caporaux. Une formation professionnelle sanctionnée par les certificats d'aptitude technique CAT1 et CAT2. Toute chose qui symbolise une armée renforcée avec la participation de la protection civile à cette formation. Cet événement illustre l'évolution et la militarisation du corps des sapeurs-pompiers. Ce partenariat enrichissant reflète une belle synergie entre nos forces et ouvre la voie à de futures collaborations au service de la sécurité et de la protection de nos concitoyens. Un accent particulier a été mis sur le sécurisme, notamment pour les élèves caporaux de la protection civile. Cette spécialisation, qui a également bénéficié à vos camarades de l'armée de terre, reflète une priorité essentielle. En plus des modules de formation indiqués, les élèves stagiaires ont été sensibilisés aux dangers des stupéfiants et de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Des efforts sans précédent ont été déployés pour renforcer nos capacités opérationnelles. La modernisation de nos forces à travers de nouvelles acquisitions d'équipements nous donne les moyens d'agir avec efficacité sur le terrain. Le recrutement en hausse constante témoigne de la volonté de renforcer nos effectifs pour répondre aux besoins croissants de la défense nationale. Au chapitre du classement des stagiaires au niveau du CAT1, l'élève caporal Fousseni Diarra est premier avec 16,75 de moyenne. Quant au major du CAT2, le caporal Issa Kamara, il a obtenu 16,89. L'état-major est bel et bien dans son rôle qui consiste à préparer les hommes et les mettre à la disposition de l'état-major général. J'ai vu que les directives de la hiérarchie se passent bien, que chaque homme puisse d'abord se connaître soi-même, connaître son ennemi, avant d'aller à toute confrontation que ce soit. 4 sections du CAT1 et 2 du CAT2 réapparaissent vaillamment pour boucler la boucle de cette cérémonie à travers un défilé militaire. Un mot de politique à présent, c'est l'initiative de Maître Moutagatal. Plus de 70 formations politiques du Mali se sont retrouvées pour plancher sur un projet de la nouvelle charte des partis politiques du Mali. Il s'agit pour l'initiateur de cette rencontre de recueillir des propositions relatives à la rédaction de la nouvelle charte conformément aux souhaits des autorités de la transition. Cette démarche d'inclusivité du gouvernement a été appréciée par la classe politique. Reportage Mamadou Fane. 74 partis politiques se sont réunis ce samedi pour faire des propositions à la demande du ministère de l'administration territoriale qui sollicite ces formations politiques concernant la nouvelle charte des partis politiques. Objectif, faire un front commun pour présenter un draft prenant en compte les recommandations de la classe politique sur les sujets comme la réduction du nombre de partis, le financement des partis politiques et le nomadisme politique. Le texte à réviser est le socle de l'existence des partis politiques. Le gouvernement, l'administration a souhaité sa relecture et je pense qu'aucun parti politique n'est opposé à cette relecture après 20 années de pratique qui a révélé bien évidemment des lacunes de fonctionnement mais aussi des besoins nouveaux. Si nous voulons être positifs,
il vaut mieux éviter l'émiettement, travailler en amont, rassembler toutes les bonnes idées, en faire la synthèse et apporter cela au gouvernement comme la contribution de l'ensemble des partis politiques. Cette initiative de Maître Muntaka Tall a été unanimement saluée par les représentants des partis politiques qui pourraient constituer selon eux une force de proposition. J'apprécie à juste valeur parce que c'est l'homme qui l'a fait, c'est lui qui pouvait faire mieux que même ça. Ce que le gouvernement a fait, c'est une bonne chose pour les partis politiques. Au lieu de décider seul dans son coin de l'avenir des partis politiques, le gouvernement a jugé nécessaire de nous consulter sur ce qui nous concerne nous-mêmes. Donc moi je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous à aider le gouvernement à ce que les partis politiques marchent mieux dans notre pays. Les assises avaient demandé la rélecture de la charte des partis politiques. Mais nous retrouver ici ensemble aujourd'hui, je crois que c'est un signe de rassemblement de la classe politique. À l'issue des échanges, une équipe technique a été mise en place pour faire la synthèse des propositions qui seront amendées par les chefs des partis politiques et les transmettre au gouvernement. Les membres du bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako et les délégués des communes réfléchissent sur le projet du plan d'action quinquennal et le programme annuel de l'organisation islamique du district. Les travaux de réflexion visent à améliorer les documents par des recommandations pour une mise en œuvre collégiale. Daouda Kone pour d'autres détails. Les participants vont passer en revue le projet du plan d'action quinquennal et le programme annuel de l'organisation islamique du district. On a travaillé sur un projet de plan stratégique de 5 ans. Après, on a sur les axes fondamentaux que le bureau exécutif national qui a proposé au statut et règlement. Donc on a travaillé sur ça. Voilà, on a proposé quelque chose. Bon, il y a une commission a été élargie. Tous les membres du bureau dans une réunion extraordinaire pour préparer cette activité-là. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du respect des textes du Haut Conseil islamique du Mali. Cela contribuera à améliorer sa communication dans le secteur islamique dans le district de Bamako. Ce n'est pas un secret pour personne que le milieu religieux actuellement est en ébullition. Les gens, il y a trop d'agitation. Donc cette activité va permettre, surtout ces programmes d'activité qu'on a entendus ce matin, va sans nul doute permettre au bureau du district de Bamako de jouer un grand rôle en ce qui concerne l'apaisement du climat religieux et d'apaiser les esprits. Au terme des échanges, des stratégies seront développées et des recommandations seront formulées en vue d'une mise en œuvre collégiale des propositions issues de cette rencontre. Le mouvement Synergie pour un Mali debout et prospère, Anko Maligneta, a officiellement lancé ses activités le samedi dernier. Mouvement de soutien à la transition et de défense des intérêts supérieurs de la nation, la Synergie pour un Mali debout et prospère est un groupement de jeunes. La Synergie veut contribuer à l'édification du Mali. Boukari Koulibaly et Alkaou Traoré. Mobilisation grandeur nature ce 1er février à la maison des jeunes de Kati. La raison est toute simple, c'est le lancement des activités du mouvement Synergie pour un Mali prospère, un consortium d'associations et de mouvements de jeunes qui entend aider les autorités de la transition dans l'atteinte de leurs objectifs. Nous, jeunes unis au sein des Synergies pour un Mali debout et prospère, s'engagent à soutenir la transition et nos femmes pour établir l'unité et la paix sur toute l'étendue du territoire du Mali et de l'AES. Rehausser l'image de l'armée malienne, informer et sensibiliser la population malienne pour un changement de comportement en vue d'un Mali de croix. Cultiver le patriotisme et l'amour du pays chez les jeunes. Consciente de la nécessité pour les Maliens de cheminer ensemble, la Synergie pour un Mali prospère s'est dit ouverte à d'éventuelles adhésions. Nous demandons l'implication
et l'engagement de tout un chacun. Pour cette exaltante mission, Synergie pour un Mali debout et prospère, Anko Maligneta, est ouvert à toute personne, toute structure, tout mouvement ayant les mêmes objectifs. Cette cérémonie, qui se veut également un cadre fédérateur, a enregistré la présence remarquée de Diabaté Mariam Bamba, maire de Pelengana, non moins invitée d'honneur. Elle était accompagnée d'une forte délégation venue spécialement de Ségou. Une délégation qui a tenu en haleine le public avec des sonorités du terroir. Et de la culture, on en reparle. La 20e édition du Mali Festi Reggae 2025 se tient du 13 au 15 février prochain sur les berges du Palais de la Culture. En prélude à cet événement, les organisateurs ont initié une session de formation à l'intention de certains journalistes. Une occasion pour dévoiler le programme et les innovations de l'édition 2025. Le reportage de Fademba Keita. La consommation des stupéfiants, notamment du cannabis, la drogue la plus enviée au Mali, est à la base de plus de 45% des troubles mentaux chez les jeunes, précise le réseau Un Mali sans drogue. C'est donc conformément à sa vision qui est de prévenir les dangers, responsabiliser les jeunes, minimiser les risques et les conséquences que Mali Festi Reggae organise cette formation en journalisme mobile. Cette formation vous donne les moyens de devenir des messagers de l'espoir, de dénoncer ces fléaux et de promouvoir des solutions à travers vos reportages, vos vidéos et vos différentes publications. Vous serez les ambassadeurs d'un Mali réconcilié avec lui-même. Il est important de savoir la lutte contre la drogue. Et il y a la lutte contre la consommation de la drogue. C'est la population civile qui peut faire ça, les associations, les organisations. Mais il y a la lutte contre le trafic illicite. C'est les autorités qui ont mandaté des services compétents tels que la police, la gendarmerie, la douane, etc. qui s'occupent de cela. L'implication et la vigilance des parents et des communautés, le renforcement des liens de cousinage à travers nos identités culturelles sont autant de pistes à explorer pour éradiquer ce fléau. Nous nous adressons aux parents d'être plus responsables envers les enfants. C'est une responsabilité de se marier. Et quand on se marie, on veut toujours avoir des enfants. Mais les enfants, ce n'est pas pour meubler la maison. Voilà. Il faut les éduquer. Quand on éduque un enfant, ce n'est plus pour vous-même, mais c'est pour la nation entière. C'est pour la communauté, c'est pour la société. Et c'est pour aider les autres autour de vous. La thématique choisie cette année, la promotion de la paix, de l'unité et de la sensibilisation aux dangers des stupéfiants, témoigne tout simplement de l'urgence d'agir. Cette formation à l'intention des journalistes s'étend du 27 au 31 janvier 2025. Elle est organisée dans le cadre de la 20e édition du festival Mali Festi Reggae, prévu les 13, 14 et 15 février prochains au Palais de la Culture. Le Musée national du Mali a tenu ce matin la 36e session ordinaire de son conseil d'administration. Le budget 2025 de la structure, qui s'élève à un peu plus de 635 millions de francs CFA, a connu une amélioration notoire par rapport à l'année 2024 qui se chiffre à 591 millions de francs CFA, soit une augmentation de 6,91%. Ibrahim Kaoukounate et Alkaou Traoré. Reportage. Le musée national a pour mission de collecter, de conserver et diffuser le patrimoine culturel national. Impacté par la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, ces activités ont connu des ralentissements. Malgré ces difficultés, le musée national a obtenu des résultats encourageants. On a réalisé beaucoup d'expositions, il y a eu des festivals, et on a aussi pu amener beaucoup d'étudiants au Musée national du Mali. Et donc en cette année 2025, qui a été décrétée par le président de la transition année de la culture malienne, donc nous voulons faire plus, davantage, et travailler beaucoup plus à ce que le musée soit plus visible. L'augmentation des recettes est due au fait que nous avons noué des partenariats avec certains partenaires. Arrêté en recettes et dépenses, le budget 2025 se chiffre à 635 758 917 francs CFA
contre 591 838 530 000 francs CFA en 2024, soit une augmentation de 6,91% par rapport au budget global de 2024. En ces instants charnières pleins de confiance et d'espérance, où l'État est résolument engagé sur les chantiers de la réconciliation de la paix, des cœurs et des esprits pour atteindre l'objectif du développement harmonieux et durable, le maître mot pour le Musée national doit être la relance. Grâce aux analyses approfondies des administrateurs, le Musée national s'est doté de nouvelles orientations, notamment l'organisation prochaine au mois d'octobre avec le Musée de New York de l'exposition sur les textiles du Mali. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a présidé hier la cérémonie de clôture de la 10e édition du festival Ogobanya. Un moment de rencontre, d'échange culturel et de communication scientifique. Ce 10e Ogobanya a vu la remise de prix honorifiques et c'est l'ORTM qui reçoit le prix de la fidélité. Youssouf Diakité et Tayeb Adjaouakoui ont suivi. Le festival Ogobanya est une véritable tribune pour la matérialisation de l'identité culturelle africaine, malienne voire dogon. Cette 10e édition, faut-il le rappeler, a été un espace de donner et de recevoir. Les thèmes choisis et illustratifs, tradition et modernité, la santé, la culture, l'environnement et l'architecture au service du développement. Ce 10e rendez-vous de Ogobanya a rempli toutes ses promesses. De la cérémonie d'ouverture à ces derniers jours, en passant par les soirées de cohésion sociale entre les communautés, les animations artistiques, les foires, les dialogues intercommunautaires, la prestation des masques, les compétitions sportives, les conférences débats, l'enseignement de nos enfants sur les espaces enfants et les soins de santé, de dépistage, de soins chirurgicaux offerts à la population. Tout cela nous a permis d'aller au bout malgré les contingences liées à un tel événement. Le festival a enregistré cette année la présence de beaucoup de pays africains et européens, mais l'aide des invités de marque, c'est le ministre nigérien de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. Un festival très attrayant qui retrace principalement la culture dogo, même si à travers les stands on voit la participation de tous les groupes ethniques de la région, je dis de la région étendue à l'AES. Et ceci montre combien la culture doit être le socle sur lequel on doit participer à toutes les cérémonies des masses à travers cette culture. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a présidé la clôture des travaux de ces Ogobanya 10, estime que les thématiques développées cadrent avec la vision présidentielle en matière de promotion culturelle. Notre pays a toujours été et demeure une terre de rencontre qui résulte d'une longue cohabitation, d'un bradage pluriel entre les populations, fondé sur la culture de la paix, la connaissance et la reconnaissance mutuelle de nos valeurs identitaires diverses et la tolérance religieuse. En cela, notre culture, dans sa richesse et sa diversité, constitue un élément fédérateur de nos communautés multiples, dont il est le reflet de l'inventivité créative. Nous devons tous nous en féliciter de l'exceptionnelle réussite de la présente édition, tant du point de vue organisationnel que par la qualité des prestations artistiques et culturelles. L'un des moments forts de cette cérémonie de clôture a été la remise des prix aux différents partenaires qui accompagnent l'initiative depuis 10 ans et l'Office de radio et télévision remporte le prix de la fidélité. Et félicitations à l'ORTM. Voyons à présent quelques brèves nationales rassemblées ici par Nama Keita. Dans le cadre d'une visite de travail, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'est rendu au siège de la CAFO. L'objectif de ce déplacement était d'échanger avec les responsables de cette fêtière sur les activités phares de son département pour la nouvelle année. Elle a profité pour nous annoncer la tenue des états généraux sur la femme
et également la commémoration du 8 mars à Koutiala. Donc elle a sollicité notre accompagnement pour la réussite de ces différents événements. C'est une façon de motiver nos sœurs qui sont dans les régions du Mali. À Bamako ici, les étudiants de l'université privée Boubacar Seye se sont familiarisés avec les missions et le rôle de l'Institut national de prévoyance sociale INPS. C'était à la faveur d'un débat organisé sur le thème l'INPS au service de l'inclusion sociale pour un Mali en paix. L'Institut national de prévoyance sociale, tout comme d'autres OPS, d'autres organismes de prévoyance sociale, ont l'obligation de faire l'éducation à la protection sociale, sinon à la sécurité sociale. Amener l'INPS à travailler pour que ceux qui sont en marge, les vulnérables, qu'ils aient accès aux services sociaux. Que tous les Maliens puissent bénéficier d'un service de l'INPS, qui sortent de la précarité, qu'on lutte contre la vulnérabilité, qu'on lutte contre la précarité. Dans la région du Bougni, le mouvement patriotique panafricain Mali, MPP Mali, a organisé une conférence débat sur des thématiques telles que la citoyenneté, le patriotisme, la souveraineté, le panafricanisme, entre autres, une manière pour les responsables du parti de célébrer le 64e anniversaire de la création de l'armée malienne. L'objectif recherché, c'est d'abord de magnifier le patriotisme et la bravoure de l'armée dans son entièreté. Et aussi, c'est d'accompagner l'armée et d'appeler surtout l'ensemble du peuple malien à se dresser derrière son armée comme un seul homme. En première région, les responsables du mouvement Djekabara de Kaï ont invité les Maliens à plus d'union autour des autorités de la transition afin de renforcer les actions de développement en cours à travers tous les pays. C'était au cours de la rentrée politique du mouvement. Permettez-moi de rendre un hommage mérité aux autorités de la transition avec en sa tête le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, pour l'immense travail de refondation abattu. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour inviter les plus hautes autorités à s'investir davantage pour la nationalisation de toutes les mines d'or du Mali. Et enfin, en 5e région, c'est sur le thème journalisme sensible au conflit que la cellule syndicale de l'URTM Mopti a organisé la 2e édition de sa journée du communicateur. À travers cette initiative, les organisateurs invitent les hommes des médias à se remettre davantage en cause dans l'exercice de leurs fonctions, surtout en période de conflit. La mission du journaliste est une mission binaire. Il exige un compte-rendu au gouvernant et rend compte au gouverné. Dans la réalisation de cette mission, permet aussi d'affirmer que son rôle est transversal dans la gestion de la crise qui sévit dans la région de Mopti. La FELOF, entendue par la Fédération libre des organisations en faveur des personnes vivant avec handicap, a effectué ce mardi une visite à la Maison de l'Espoir. Elle est un centre de rééducation spécialisé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation des personnes handicapées, célébrée chaque 24 janvier. Yara Dambélé était de la visite. Son reportage. Ils sont une trentaine d'enfants à fréquenter la Maison de l'Espoir. C'est un centre qui accueille et s'occupe de la scolarisation ainsi que la rééducation des enfants aux troubles du langage. La Maison de l'Espoir, c'est un centre psychosocio-éducatif qui a été créé en 2019. Et c'est un centre qui prend en charge toute personne, adultes et enfants, qui ont des problèmes de troubles de langage et de communication. Recevoir la FELOP est pour moi et toute mon équipe une marque de considération et qui nous valorise et qui nous rassure. En cette journée du 24 janvier, journée internationale de l'éducation, la Maison de l'Espoir reçoit la visite de la Fédération libre des organisations en faveur des personnes vivant avec un handicap. Cette journée qui a été institutionnalisée par l'UNESCO, alors nous avons décidé pour l'occasion de venir visiter le centre, la Maison de l'Espoir. On a vu que c'est un centre qui est très bien structuré, géré par un orthophoniste. On a vu que les enfants sont très bien pris en charge, ce qui veut dire que les enfants vont aboutir à une meilleure réadaptation. Ils font un travail fantastique.
parce que ce centre est né suite aux différentes demandes des parents et pour venir en aide aux enfants qui sont des enfants autistes. La Maison de l'Espoir est une jeune structure qui dispose aujourd'hui de 3 classes à différents niveaux accueillant les déficients en fonction du degré de pathologie. Dans Focus Santé, ce soir, nous allons à la découverte d'une maladie qui affecte la thyroïde, appelée goitre. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux et d'autres pas, mais agissent sur le corps comme la perte du poids, la palpitation et j'en passe. Qu'est-ce qui provoque cette maladie et comment la traiter? Des éléments de réponse avec Koumba Sissé et Mamadou Sidibé. Le goitre, souvent considéré comme une maladie honteuse, affecte majoritairement les femmes. À l'hôpital du Mali, plus de 200 patients sont pris en charge par an. Cette maladie touche la thyroïde et la principale cause est la carence en iode dans le corps. D'autres facteurs favorisants existent également. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la thyroïde parce que c'est l'organe qui est concerné. C'est une glande endocrine qui se trouve sur la base du cou. Donc le goitre, c'est une augmentation du volume de cette glande. C'est un organe qui utilise beaucoup l'iode pour la synthèse de ses hormones. En cas de carence en iode, l'organe va se mettre à augmenter de volume. Mais aussi, ça peut survenir suite à la consommation de certains aliments qui vont faire une compétition à l'iode, comme les choux, les maniocs, et donc entraîner également aussi l'apparition de goitre. Il y a plusieurs formes de goitre et certains sont même cancéreux. Par rapport à l'agressivité, nous avons le goitre qui est bénin, c'est-à-dire qui n'est pas non cancéreux, et le goitre qui peut être cancéreux. Il y a des goitres qui vont produire peu d'hormones, qu'on appelle les goitres hypothyroïdiens, et les goitres qui vont produire un excès d'hormones qu'on appelle les goitres hyperthyroïdiens. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux et d'autres ne prennent pas de volume mais agissent autrement sur le corps comme la perte du poids et la palpitation. Le premier symptôme que nous connaissons tous, c'est la grosseur, l'augmentation du volume. C'est cette masse cervicale qui va être aperçue par tout le monde. Cette masse-là, elle peut être indolore. Le plus souvent, ça fait pas mal. Ça peut être sensible et faire mal. Les autres, ce sont des perturbations liées à la fonction hormonale. Bafouné, une des patientes, a constaté le goitre au moment de sa grossesse, il y a quelques années de cela. Et depuis, le goitre prend de volume progressivement. Si je me dresse, je sens des douleurs au niveau de mon cou. Ma poitrine me fait mal aussi. La partie gonflée me gêne souvent. Je suis venue à l'hôpital du Mali et les démarches sont en cours pour l'opération. Le traitement chirurgical, il se fait suivant des critères. Alors on passe à la phase de l'évaluation du patient pour voir si ce patient il peut subir une intervention et préparer éventuellement le patient. Le patient peut sortir en 24-48 heures de l'hôpital après une hospitalisation. L'ablation du goitre n'est pas la seule solution. Le traitement peut être aussi médicamenteux. Alors pour les gens qui ont une insuffisance en hormones suite à une atteinte de la glande, ces gens-là vont avoir une supplémentation en hormones. L'hormone qui est le plus souvent administrée dans ces cas, c'est la thyroxine. Maintenant, il y a d'autres qui vont avoir un excès d'hormones. En ce moment, on va utiliser des médicaments qui vont freiner la sécrétion de ces hormones thyroïdiennes. Alors, concernant le volet de prévention, l'Organisation mondiale de la santé a proposé que nos ménages consomment du sel iodé pour éviter effectivement la survenue de cette maladie-là. Alors, il y a aussi des programmes nationaux de lutte contre cette maladie-là, où il y a des préventions, où on donne des capsules à base d'iode aux enfants. Certains goitres se transforment plus rapidement en cancer. Alors, cancéreux ou pas, seuls les examens médicaux déterminent les formes. C'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, même plateau. D'ici là, prenez soin de vous.